Dans le cadre des manifestations d'Octobre Rose 2011, les méfaits du cancer ont contraint quelques corps de métier de la médecine à se réunir à la médiathèque du Lamentin pour débattre des avancées médicales au terme de recherche. Au cours de leur séance de travail, les médecins s'adressaient à une assemblée avertie en martelant incessamment le mot dépistage dans le but que les professionnels de santé aient le même réflexe face à leurs patients, qu'ils ne le perçoivent pas avec une importance identique. Ça reste quand même un sujet tabou et c'est très difficile de convaincre les gens pour se faire dépister. Et d'ailleurs, les gens ont tellement peur que quelquefois les femmes ne viennent même pas voir le gynécologue tellement elles ont peur qu'on leur découvre quelque chose. Mais en réalité, le raisonnement n'est pas bon. Parce que quand on découvre la pathologie à un stade avancé, il est trop tard. Et le traitement qu'on fait à ce moment-là n'est pas du tout celui qu'on ferait si on dépistait un petit problème. Cela veut dire un cancer à un stade de début ou alors au stade précancéreux. Donc l'objectif, ce n'est pas de dépister un cancer, mais de dépister les petites lésions qui se transformeraient dans les années suivantes en un cancer. Et ces petites lésions dépistées très tôt se prennent en charge correctement avec un pronostic de 100%. Les chiffres du cancer de la prostate parlent d'eux-mêmes et ne rassurent pas les praticiens quant à la prise de conscience de la population masculine. Premier cancer en fréquence, premier cancer en mortalité, 500 nouveaux cas de cancer de la prostate chaque année en Guadeloupe, une centaine de personnes qui en décèdent chaque année. Donc c'est notre premier cancer dans sa fréquence, dans sa mortalité. C'est un cancer qui revêt dans notre région une forme plus agressive que celles qui peuvent exister dans les autres régions de l'Hexagone. Nous avons des facteurs de risque supplémentaires. Le chlordécone est un facteur de risque maintenant scientifiquement prouvé de survenue du cancer de la prostate. Donc il doit bénéficier de toute notre attention, tous nos soins. La démarche peut-être supplémentaire serait de le dépister de façon organisée avec l'association de dépistage des cancers de la Guadec, parce que ça nous permettrait, je le crois, de toucher les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ne répondent pas bien, qui ne viennent pas faire la demande parce qu'ils reçoivent moins d'informations, parce que nous avons moins de médecins en Guadeloupe que dans d'autres régions de France. Peut-être qu'une campagne de dépistage pourrait plus facilement les atteindre. Je pense que le dépistage serait un moyen de bien structurer la surveillance de la prostate en Guadeloupe. La mammographie est à la disposition des personnes du sexe féminin qui ne devraient pas négliger de se faire dépister. On a un taux de participation au dépistage organisé des femmes de 50 à 74 ans qui est de 51,7%, c'est-à-dire grosso modo celui de l'Hexagone. Mais par contre, on a une petite particularité épidémiologique qui fait qu'en Guadeloupe, environ 40% des cancers du sein sont diagnostiqués avant l'âge de 50 ans, donc échappent au dépistage organisé. C'est pour ça que nous, on espère pouvoir proposer à la population un dépistage organisé, donc de façon bien structurée, qui ne laisse personne hors du système à partir de 40 ans. Puisqu'on s'est rendu compte que sur l'ensemble des cancers du sein qui sont diagnostiqués chaque année en Guadeloupe, il y en a 30 sur 100, 30%, qui sont diagnostiqués entre 40 et 49 ans, donc qui, en l'état actuel des choses, échappent à notre dépistage. Ceci étant dit, le cancer du sein reste moins fréquent en Guadeloupe et aux Antilles qu'il ne l'est dans l'Hexagone. Mais s'il intéresse des femmes un petit peu plus jeunes. D'où l'intérêt de ne pas les exclure d'un dépistage organisé. Le public qui avait répondu massivement à la conférence débat tenue à la salle Georges Tarrer n'a pas hésité à interroger les spécialistes médicaux, comblés par la pertinence des questions, ayant trait aux précautions à prendre pour un mieux-être quotidien. Les discussions étaient axées sur une directive lorsqu'il s'est agi de faire comprendre que pour éviter d'être atteint, un seul mot s'impose, prévention, qui s'accompagne du dépistage décelant les éventuelles traces d'une pathologie dont les symptômes ne sont pas encore perceptibles. Au moins un tiers des femmes n'est jamais dépisté dans sa vie, alors qu'il existe un examen extraordinaire qui s'appelle le frottis et qu'il convient de faire entre 25 et 65 ans. Et je crois qu'il faut sensibiliser les femmes à interpeller leur médecin généraliste pour qu'ils fassent cet examen-là.
Il y a en fait deux moyens de faire la prévention du cancer du col. Le premier, c'est effectivement par le frottis pour repérer une anomalie liée au virus papillomavirus responsable du cancer du col. Puis une autre façon de faire, c'est de proposer la vaccination aux très jeunes, aux adolescentes autour de 14 ans, de façon à ce qu'elles puissent s'immuniser contre le virus HPV et qu'elles ne développent pas plus tard dans leur vie un cancer du col. Nombreux sont les stupéfaits à l'annonce de la responsabilité du papillomavirus dans certains cancers des voies aériennes, alors que ce virus a toujours eu pour habitude de se localiser dans les organes génitaux. Il y a un virus, papillomavirus humain, qu'on retrouve dans les cancers du col et que depuis une dizaine d'années, on a pu le mettre en évidence dans certains cancers de la sphère ORL, c'est-à-dire les cancers de la base de la langue et plus particulièrement des cancers de l'amygdale. Alors c'est un virus qui reste présent au sein d'un organe lymphoïde et qui va au cours du temps, grâce à ce qu'on appelle des oncoprotéines, développer un cancer qui va induire l'apparition de cancer. Donc ce sont des cancers qui ont la particularité de ne pas être dépendants du tabac et de l'alcool, parce qu'en principe il existe un grand tabou, les cancers ORL sont liés au tabac et à l'alcool, ça reste un risque majeur quand on fume et quand on boit d'avoir un cancer de la sphère ORL. Et actuellement, il y a ces, je dirais, nouveaux cancers, entre guillemets, où, avec une apparition de cancer suite à la présence de ce virus. Alors la particularité de ces cancers, c'est qu'ils surviennent chez le sujet jeune, entre 19 et 40 ans, et ce sont des cancers qui sont sexuellement transmissibles. Jusqu'à présent, on n'a pas mis en évidence d'autres facteurs pour expliquer la présence du virus au sein de la sphère ORL, mais simplement lié à une transmission sexuelle. Se voit souvent chez des patients qui ont des rapports sexuels multiples, avec de multiples partenaires, et qui pratiquent les rapports bucco-génitaux. Ceci explique le déplacement, comme vous dites, de l'HPV au niveau du col ou au niveau de la verge chez l'homme à la cavité buccale. Pour éviter tout effet de surprise malheureux, la médecine a mis tout en œuvre pour que l'on soit informé des modifications de notre état de santé, simplement en effectuant un dépistage, nous donnant l'opportunité de devancer la gravité de toute pathologie. La méthode classique proposée par les laboratoires pour pratiquer le dépistage du sida a toujours été considérée comme étant longue quant au délai des résultats qui accentue l'angoisse des personnes s'étant proposées à cet examen. Aujourd'hui, il existe le TROD, ou test rapide à orientation diagnostique, ou encore appelé TDR pour test de dépistage rapide. En Guadeloupe, il a été présenté en un lieu où la contamination du VIH est prise à la légère par certains jeunes qui n'attachent pas d'importance à ce fléau, alors que le taux croissant de contamination ne cache pas l'énormité des dégâts que provoque l'inconscience et la désinvolture dans les relations à risque. C'est vrai que les jeunes se caractérisent beaucoup par la prise de risque. Donc il s'agissait essentiellement de pointer ce phénomène de prise de risque, des enjeux aussi que ça pouvait représenter pour leur santé sexuelle. C'est un sujet qui touche vraiment à soi, puisqu'on parle vraiment du jeune en développement, de ce qu'il est en train de devenir, de ce qu'il est en train de vivre. Donc ce sont des choses qui ne sont peut-être pas toujours faciles à entendre, à exprimer ou à verbaliser dans le discours d'un professionnel de santé, mais je pense qu'ils ont entendu. Certains pensent qu'une goutte de leur sang récupérée au bout d'un doigt est trop précieuse pour la poser dans un réceptacle destiné à dire la vérité sur la santé qu'ils véhiculent. Pourtant, on est fixé sur un résultat dans moins de 30 minutes. Le TROD, c'est une révolution du dépistage rapide au VIH. C'est un test qui permet d'avoir un diagnostic sur le VIH1 et le VIH2. Puisque maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de personnes touchées par la maladie, mais qui n'osent pas se rendre dans une institution telle que l'hôpital ou bien dans un laboratoire pour demander à faire le TROD. Des fois, on ont des relations sexuelles à risque, mais n'osent pas le dire parce que par peur, par la discrimination, par le rejet de l'autre, le regard négatif. Un colorant et un clarifiant donne tout de suite, dans 1 minute, est-ce que la personne est touchée
par la maladie. Hein. Et si c'est vraiment, si elle est touchée, si c'est positif, il y aura un deuxième test de confirmation qui est le Western blot, qui soit fait en laboratoire pour pouvoir approfondir. Ce test de confirmation s'avère obligatoire dès l'apparition d'un double point dans le buvard. Toutefois, l'inquiétude des professionnels de santé demeure entière, malgré la nature et le choix des mots pour bien faire ancrer dans chaque tête que le sida a décimé, décime encore et décimera toujours si des adeptes à la contradiction poursuivent leur comportement irréfléchi et destructeur. Le caractère insidieux du diabète qui s'installe, sans éveiller aucune souffrance, contraint chacun à surveiller son taux de sucre dans le sang par un dépistage à partir duquel on est fixé sur la présence de la maladie qui peut occasionner des dégâts dans l'organisme. Il y a un risque pour la vue lorsque par négligence les soins ne sont pas correctement suivis, avec pour conséquence la perte totale de l'acuité visuelle parce que les yeux sont souvent victimes d'un diabète mal soigné, donc ayant atteint un stade avancé. Souvent, quand ils sont alertés, en fait, c'est qu'il est déjà trop tard. S'ils sont alertés par une baisse d'acuité visuelle, une baisse de vision, c'est déjà que les lésions sont plutôt avancées au niveau de l'œil. S'ils sont alertés par une douleur, c'est aussi qu'on est dans un stade très avancé de diabète. D'où l'importance du dépistage dans ce type de pathologie. Donc, un dépistage systématique par un fond d'œil annuel, justement pour pouvoir avoir accès à ces lésions à un stade très débutant pour mettre en place un traitement adapté. Le diabète peut vraiment entraîner ce qu'on appelle une cécité légale, c'est-à-dire une perte totale de la vision, où on peut vraiment se retrouver dans le noir, littéralement, si on a un diabète déséquilibré qui occasionne des pathologies très graves au niveau des yeux. Étant une maladie maîtrisée par le corps médical, le diabète peut être géré par un traitement adapté pour que la santé ne soit pas en péril. On a plusieurs types de traitements. On peut avoir un traitement par laser, on peut avoir un traitement par injection qu'on fait dans l'œil, on appelle ça des injections intravitréennes, ou un traitement chirurgical. Mais le premier traitement du diabète, c'est bien sûr l'équilibre avec les règles hygiéno-diététiques, le régime et le suivi d'un traitement adapté mis en place par le généraliste ou le diabétologue. Si on est sous insuline et qu'on a son suivi régulier et qu'on a une prise en charge adaptée, on peut sauver ses yeux. C'est pas parce qu'on vous dit qu'on va vous mettre sous insuline que là, vous avez votre carte de cécité qui vous est donnée. Non. Les choses sont toujours à faire et peuvent toujours être faites. Le traitement du diabète est à associer obligatoirement avec un régime. Les deux vont de pair pour que la santé prenne le pas sur la maladie. Un diabétique respectant rigoureusement son traitement, soit 50% régime et 50% comprimé ou insuline, peut épargner sa vie et conserver une vue correspondante à une personne de son âge non diabétique.